Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être présents et j'espère que cela va pouvoir vous apporter le maximum de réponses et d'aide pour mettre un coup de boost dans votre projet. Donc déjà, je me présente. Je vais commencer par me présenter, puis ensuite, on rentrera vraiment en détail dans le design thinking. Euh, alors, moi, je m'appelle Camille Autreux, donc je suis cofondateur de l'agence 4060. 4060, c'est une agence de design et on fait principalement deux choses. On accompagne donc les entreprises et des startups, etc., dans leur stratégie d'innovation. Donc du coup, c'est pour ça qu'on est parti vraiment plus conseil et on fait beaucoup de formations comme celle-ci. Donc ça, c'est vraiment une formation que nous, on fait pour les grands groupes qu'aujourd'hui, vous avez la chance de recevoir. Et ensuite, on a une deuxième activité où on accompagne vraiment dans le développement de leurs projets. Donc, on fait voilà des services innovants, des sites web, des applications, etc. Donc, on a aussi cette expertise-là. Donc, à 15 heures, vous allez avoir aussi un workshop prototypage qui va être animé par Valentino, qui est donc un autre cofondateur de 4060. Voilà, qui rentrera plus en détail dans le prototypage. Mais aujourd'hui, là, on est donc sur le design thinking. Alors, donc là, je passe à la deuxième slide, voir si ça se passe bien, ça a l'air de bien se passer. Donc, le design thinking, c'est un ensemble d'outils de méthodologie donc pour challenger votre projet. Alors, pour commencer, on va déjà se poser la question, qu'est-ce que le design thinking? Le design thinking, c'est avant tout une philosophie, la philosophie donc du designer, comme donc le nom de cette méthodologie l'indique, qui va utiliser un ensemble d'outils pour atterrir à ensuite une solution qui va être viable. Donc, je vais vous expliquer en détail qu'est-ce que ça veut dire tout ça. Pour bien comprendre pourquoi est-ce que du coup cette méthodologie a vu le jour, on va passer deux petites slides sur son histoire. Et puis ensuite, on rentrera sur effectivement comment on la met en pratique. Alors, l'histoire du design thinking s'est fait peu à peu. Au tout début, donc, c'est des designers qui affinent leur méthode et donc les premiers un petit peu à avoir une méthode de ce qu'on appelle test and learn, ça va être donc Charles et Ray Ips. Alors eux, c'est des deux designers qui faisaient voilà plein de produits et ils testaient continuellement leurs produits, etc. Et dès qu'ils voyaient que les gens l'utilisaient d'une certaine manière, eh bien ils le modifiaient, ils itéraient et ils l'amélioraient. Ensuite, dans les années 50, on a eu pas mal de méthodologies de réflexion de groupe qui sont nées, comme le brainstorming. Donc, à partir des années 50, on a vraiment voilà, des réflexions en mode co-création. Et voilà, tout ça, ça a avancé, ça a pas mal fait son chemin, jusqu'à être théorisé en 1992 par David Cale et Tim Brown, qui sont en fait les fondateurs de IDEO. IDEO, c'est une agence de design en Californie. Et donc, ils ont théorisé la méthodologie du design thinking, où ils ont créé donc ces différentes étapes qu'on va découvrir tout à l'heure. Alors, à partir de ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est que on est passé d'un état d'esprit où on voulait donner envie aux gens d'acheter des produits. Donc là, c'est vraiment le siècle du marketing, qui a suivi le siècle de l'ingénieur. Avant, voilà, on créait quelque chose et on disait, ok, bon bah, comment est-ce que je peux bien le vendre, qui ça va intéresser, etc. Maintenant, aujourd'hui, on se pose la question à l'envers. On regarde avant tout euh, les besoins des personnes, quelles sont leurs frustrations, de quoi ils ont vraiment justement, quels sont leurs désirs, et ensuite par rapport à ça, on leur propose une solution. Donc vraiment, c'est cette inversion de paradigme qui change la donne et qui caractérise le design thinking. Aujourd'hui, donc, il y a pas mal d'entreprises innovantes qui l'utilisent. Euh, il y a donc c'est des entreprises innovantes donc les premières à l'avoir utilisé, c'était des entreprises qui étaient surtout dans la Silicon Valley, donc voilà, Uber, Airbnb, etc. Alors, il y a même des designers qui sont cofondateurs de ces entreprises, donc c'est pour ça que la pensée design était à l'origine de ces entreprises. Et aujourd'hui, on retrouve même en France, dans pas mal d'entreprises, des projets d'innovation qui sont lancés avec cette méthodologie. Donc, cette méthodologie, elle a vraiment fait ses preuves. Quand elle est bien appliquée, elle permet d'avoir un projet qui répond à vraiment une solution, à un problème qui a été identifié. Pour synthétiser un petit peu ce qu'on vient de se dire, bah, la meilleure personne qui en parle, c'est Tim Brown, c'est la personne qui l'a créé. Donc le design thinking, c'est une discipline
qui utilise la sensibilité et les outils et les méthodes des designers pour permettre à des équipes interdisciplinaires, donc vraiment c'est design, business, tech, etc., d'innover ensemble en mettant en correspondance donc les attentes des utilisateurs et de penser la faisabilité et aussi la technologie et la viabilité économique. Donc voilà, donc c'est très complet et ça permet de faire un projet vraiment dans son ensemble. Donc, donc les trois, qu'est-ce qu'on voyait précédemment? Finalement, c'est trois piliers. Le premier pilier, qui est donc la philosophie, c'est le fait que ça soit centré utilisateur. Donc cette philosophie qui est celle du designer, le designer, il va vraiment, lui, utiliser l'empathie, utiliser des méthodologies comme ça pour essayer de comprendre, eh bien, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir cette solution et pourquoi du coup on va le faire. Il y a aussi une philosophie de maker. Donc ça, c'est la philosophie où on va faire des choses. Donc là, vous êtes dans un hackathon, ça correspond parfaitement à cette philosophie parce que vous allez devoir prototyper rapidement des choses, aller rapidement sur des solutions. Donc du coup, là où on a une philosophie, centre utilisateur et maker, on a aussi donc le pilier qui est donc les outils, c'est la pluridisciplinarité. Dans vos équipes, vous êtes composé de personnes qui ont des profils complètement différents et c'est très bien. Tant mieux. Parce que comme ça, vous allez pouvoir à la fois aborder des problématiques de désirabilité d'usage, aussi des problématiques techniques, mais aussi des problématiques de vente, etc. Donc, tous ces outils-là, ils sont, donc on verra plus tard, vont être utilisés donc pour faire en sorte que votre projet atterrisse à une solution. Et la solution, eh bien, qu'est-ce qui caractérise vraiment la solution dans ces méthodes de design thinking? C'est que c'est itératif. Cette itération, elle est vraiment nécessaire parce que forcément, on ne va pas créer le produit parfait. Et tant mieux, parce que du coup, on crée quelque chose et on répond en fonction des retours qu'on a de nos utilisateurs. Donc voilà, pour les trois piliers, c'est une philosophie centrée utilisateur avec des outils qu'on utilise en pluridisciplinarité et nos solutions, on doit toujours les penser en itération. Je voudrais faire un petit focus sur une particularité du design thinking qui est vraiment cette philosophie centrée utilisateur. Centré utilisateur, ça veut dire que, on va toujours se mettre à la place de l'utilisateur à la place de l'utilisateur afin de, bien comprendre pourquoi est-ce que je design ça et qu'est-ce qu'il a besoin. Donc il y a quelque chose de fondamental qu'on va utiliser là, que je vais rentrer en détail tout à l'heure, qui est l'empathie. L'empathie, c'est donc, une méthodologie qui est empruntée, de l'anthropologie et qui a vraiment ensuite été utilisée par les designers pour ensuite être utilisée dans les projets d'innovation. Donc vous allez voir, vous allez faire un petit peu d'anthropologie moderne. Donc, voilà pour les grandes particularités du design thinking et ce que vous avez sûrement entendu parler autour du design thinking, c'est qu'il y a des étapes, il y a différentes étapes. Donc ça se fait donc l'une à la suite de l'autre. Donc il y a 5 étapes dans le design thinking aujourd'hui. Ces 5 étapes, on va les retrouver ici. Donc, on a la première qui est l'observation. L'observation, c'est là où on va faire justement preuve d'empathie, c'est là où on va aller chercher et comprendre les utilisateurs. Donc, la philosophie, le point de départ de cette philosophie commence ici avec l'observation utilisateur. Je ne commence pas en disant, OK, moi j'ai une idée parce que j'ai cette technologie-là, du coup je vais faire ça. Non, on réfléchit à l'envers. On commence par l'observation. Une fois qu'on a observé, on pourra définir quel est le problème. Donc là, dans ce premier losange que vous voyez, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi les losanges. Dans ce premier losange, c'est vraiment la partie où du coup, on est centré sur le problème. On va comprendre où est le problème avant de penser solution. Et ça, c'est très important de commencer par le problème. Donc une fois que j'ai défini mon problème, et bien à ce moment-là, je peux commencer à générer des idées. Je peux commencer à multiplier justement des solutions, etc. Et dans cette génération d'idées, qui est la phase d'idéation, je vais atterrir à une solution qu'on va définir et ensuite je vais partir en phase de conception où là il y aura le prototypage, etc. Et ensuite à la fin, eh bien, je teste. Donc voilà, ça c'est les 5 grandes étapes. Donc je vais rentrer en détail dans chacune de ces étapes à partir de maintenant. Et à la fin, je vous présenterai, pendant justement cette présentation, je vous montrerai les outils qui sont associés à chacune de ces étapes. La première étape qui est l'observation, donc ce que là vous avez bien compris, on va faire de la recherche utilisateur.
Donc l'utilisateur, à partir de maintenant, il est au centre de notre réflexion. Donc ça, vous avez sûrement dû déjà commencer à le faire parce que le hackathon a commencé donc hier vers 17h, 18h. Donc j'espère que les premiers réflexes que vous avez eus, c'est de vraiment partir de l'utilisateur, de faire des interviews, etc. Donc ici, je vais vous faire un petit rappel pour savoir comment bien utiliser toute cette matière que vous avez. Donc déjà, les questions fondamentales de l'observation, c'est pour qui nous designons cette solution. Si vous n'avez pas identifié pour qui vous allez le faire, effectivement, ça va être compliqué parce qu'on ne peut pas faire un produit pour tout le monde. Déjà, ça, c'est le premier problème. Ensuite, la deuxième chose, c'est une fois que j'ai réussi à identifier pour qui je vais faire cette solution, donc disons que j'ai identifié que moi, je veux vraiment aider les personnes âgées par exemple, à aller faire leurs courses. Ça, c'est un exemple aujourd'hui de la situation actuelle. Eh bien, je vais vraiment me poser des questions. Qu'est-ce que font les gens? Qu'est-ce que font les personnes âgées? Qu'est-ce que font les seniors quand, du coup, ils vont faire leurs courses? Et bien, du coup, là, je vais analyser tous leurs usages. Pour analyser les usages, la première chose que je vais faire, c'est que je vais devoir me mettre dans une posture d'empathie. Alors, l'empathie, je vais vous expliquer en détail ce que c'est, pour pas que vous confondiez. Donc déjà, qu'est-ce que l'empathie? Donc, ce n'est pas de la compassion et ce n'est pas de la sympathie. Quelle est la différence? La compassion, c'est le fait d'agir en fonction des émotions des autres. Donc voilà. Vous, c'est pas ça qu'on vous demande aujourd'hui. On ne vous demande pas non plus d'exprimer de la sympathie, d'avoir un sentiment, donc il y a un sentiment d'attraction émotionnelle. L'empathie, c'est le fait d'identifier ce que ressent l'autre et de réussir à s'identifier à ça pour ensuite pouvoir comprendre et agir en fonction de ça. Des petites astuces pour vraiment bien réussir à utiliser cette empathie, c'est posez-vous 4 grandes questions. Qu'est-ce que dit mon utilisateur? Qu'est-ce que dit justement la petite mamie qui va aller faire ses courses? Qu'est-ce qu'elle fait? Donc par exemple, elle habite au 3e étage, donc elle a des étages à descendre, et cetera. Puis il faut qu'elle traverse la rue. Elle va peut-être préparer en amont sa liste, et cetera. Qu'est-ce qu'elle fait? À quoi elle pense? Est-ce qu'elle a peur quand elle va descendre ces escaliers? Est-ce qu'elle a du coup, elle se dit: du coup, je vais forcément pas prendre beaucoup de courses parce que du coup, moi, j'ai pas la force de le faire? Et qu'est-ce qu'elle ressent? Est-ce qu'elle ressent du coup à chaque fois, elle anticipe vraiment ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle a peur quand elle arrive au supermarché? Comment est-ce qu'elle peut être rassurée, et cetera. Donc voilà, donc là, à travers ces 4 grandes questions, vous allez déjà pouvoir récolter beaucoup d'informations et toucher des vrais sujets sensibles. L'empathie, pourquoi on l'utilise? On l'utilise vraiment pour pouvoir bien cerner la problématique du point de vue de l'utilisateur. Donc vous l'aurez compris, c'est un peu une méthodologie, mais c'est aussi surtout un état d'esprit. Donc posez-vous des questions en continu. Et c'est vraiment utile parce que ça nous permet de comprendre 3 choses. Une fois que j'ai commencé à créer ma solution, c'est que je sais, comment l'utilisateur considère mon produit, comment est-ce qu'il va évaluer mon produit par rapport à l'autre et comment est-ce qu'il va sélectionner mes solutions. Ensuite, du coup, cette observation, maintenant qu'on est dans une phase empathique, l'idée c'est aller faire des interviews, donc récolter de l'information. Alors, en lien de cette vidéo, quand elle se terminera, je vous mettrai donc ce guide d'entretien qu'on a réalisé chez 4060. Sinon, je le mettrai aussi dans le Discord. Donc ça, vous allez avoir accès. Cette observation, donc ces interviews que vous allez faire aujourd'hui, vous êtes confinés, certes. Normalement, on va vraiment sur le terrain rencontrer les gens, mais vous avez tous des contacts, vous avez tous un carnet d'adresse, etc. Et vous pouvez tous donc rencontrer ces gens, donc soit par téléphone ou soit par vidéo avec ces technologies comme Zoom ou Airby ou Google Meet. Donc ça, vous avez ça à disposition. Un bon entretien, c'est justement un entretien où déjà tu comprends bien ton sujet. Ensuite, tu arrives préparé. Il faut vraiment que tu puisses connaître les questions que tu vas faire. Pose des questions ouvertes, vraiment, qui commencent par pourquoi, comment, qui, etc. Essaye pas d'orienter, vraiment, reste subjectif. L'empathie, c'est très important. Il ne faut pas confondre justement empathie, sympathie, ce que je disais. Et l'idée, c'est que aussi vous ne puissiez pas couper non plus la parole aux personnes. Essayez d'instaurer un dialogue. C'est le moment où la personne est le plus confortable pour vraiment vous raconter les détails de sa vie. C'est dans ces petits détails que vous allez avoir des vrais insights intéressants. Et une méthodologie qui fonctionne bien, c'est utiliser la technique des 5 pourquoi. Donc en gros, vous posez une question. Pourquoi est-ce que tu as peur d'aller faire les courses?
eh bien, elle va te répondre quelque chose. Donc toi, tu vas te dire: «Mais du coup, pourquoi est-ce que tu as peur de descendre les escaliers?» «Bah, parce que j'ai un peu mal quelque part» et du coup, pourquoi? Et ainsi quand tu quand tu, répètes 5 fois «pourquoi», en général, c'est au bout du 5e pourquoi qu'on trouve le fond du problème, tu vois? Donc ça fonctionne bon, c'est pas une science exacte, mais quand vous sentez que c'est pas le fond du problème, utilisez cette technique et vous allez voir que ça fonctionne. Et la deuxième partie de l'observation, bah, c'est de donc pour analyser ça, aujourd'hui, je vous présente 3 outils que je vais aussi vous mettre dans le Discord et en lien, que vous allez pouvoir télécharger. Le premier, c'est la carte de l'écosystème. Donc cette carte de l'écosystème, elle vous permet de vous poser des questions sur qui est autour de mon personnage principal. Donc ça, on verra tout à l'heure en fin de présentation. Je vous montrerai comment bien faire cet exercice. Ensuite, on a le persona. Le persona, ça permet de décrire en détail, et ben, effectivement, qui a un besoin et à qui j'adresse ma solution. Et donc de pouvoir comprendre en fonction de ses comportements et de ses habitudes si ma solution fit bien avec ça. Et ensuite, il y a la journée map. La journée map, c'est un exercice qui permet de séquencer justement ces usages. Première étape, bah, je prépare ma liste. Deuxième étape, je descends les escaliers. Troisième étape, je traverse la rue. Quatrième étape, je fais ça. Et voilà, ainsi de suite. Et dans chacune de ces étapes, eh bien, en colonne, vous allez écrire ce qui se passe. Et là, vous allez pouvoir rentrer dans le détail et encore mieux analyser et comprendre ce qui se passe. Donc ça, je vous expliquerai à la fin de la vidéo comment bien l'utiliser. Ensuite, on passe à la deuxième étape qui est l'étape de la définition. Donc l'objectif de cette étape, c'est de tirer des conclusions de l'observation. Donc il faut se poser les bonnes questions. Donc là, bah, effectivement, quels sont les besoins qu'on a identifiés? Quels sont les problèmes? Quels ont été les obstacles et quels sont les challenges qu'on va devoir relever? Et donc finalement, on va devoir sélectionner quels sont les insights qu'on va vouloir utiliser. Donc pour ça, je vous invite à brainstormer ensemble, en équipe et du coup à organiser votre pensée, à organiser toute cette, information que vous avez récoltée durant la phase d'observation. Donc pour ça, je vous partage 3 outils. Les 2 premiers outils, c'est vraiment des outils qui digitalisent un petit peu le tableau blanc avec les post-it, donc qui sont Mural et Miro et donc vous pouvez y avoir accès gratuitement pendant un certain temps avec certaines fonctionnalités, mais en tout cas, ça fonctionne vraiment suffisamment bien. Et le deuxième, c'est Figma. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous connecter avec Mural et Miro, Figma, c'est plus un outil qui est vraiment un peu plus spécialisé pour les designers, mais il permet aussi d'avoir une liberté assez grande sur, voilà, tu peux écrire. Et en fait, ce qui est intéressant avec ces outils, c'est que plusieurs personnes peuvent être connectées en même temps sur le même support. Donc, ça permet de vraiment recréer des moments de brainstorming. Donc ça, c'est assez cool. On mettra aussi en lien la vidéo, tout ça, et je vous partagerai tout ça sur Discord. Troisième phase, l'idéation. Alors c'est là où ça commence à se concrétiser tout ça, parce que on va générer un maximum d'idées. Le mot maximum, il est très important, parce que là, on n'est pas encore sur la sélection de l'idée parfaite. L'idée, c'est de créer le plus possible d'idées. Plus vous avez une quantité d'idées, plus vous avez le choix ensuite de faire une bonne sélection. Donc c'est vraiment quelque chose qui est utilisé dans les projets d'innovation et chez les designers, c'est produire beaucoup d'idées. Qu'il y ait des variantes ou pas, que ce soit des idées qui soient bêtes ou pas, c'est pas grave. Au moins, ça, c'est ce qui est dit, et vous allez pouvoir que rebondir sur du meilleur. Donc, les idées que vous allez proposer, forcément, il faut qu'elles matchent avec ce qu'on a vu pendant l'observation et ce que vous avez défini comme insight utile, comme vraiment apprentissage. OK? Alors, petit tips pour l'idéation, c'est plus facile de réfléchir en binôme. Donc, réfléchissez en binôme, brainstormez ensemble, rebondissez sur les idées de l'un et de l'autre pour créer des choses voilà, un peu plus construites, etc. Donc, une bonne idée, c'est une idée qui justement s'inscrit dans un contexte pour un utilisateur précis. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça en binôme, et ben, partagez l'équipe ou à quelqu'un d'autre, à des utilisateurs, etc. Pour justement avoir des retours. L'idée, c'est de sélectionner à la fin les idées que vous allez faire, que vous allez commencer à prototyper et passer en phase de conception. Donc voilà, réfléchir en binôme pour être efficace, partager pour transmettre l'information à tout le groupe et sélectionner votre idée que vous allez prototyper. Donc, c'est pendant la conception, là, l'objectif,
Donc c'est l'avant-dernière phase. L'objectif, ça va vraiment être de prototyper votre idée. Donc prototyper, ça peut quelque chose d'être très simple. Là, j'ai mis l'exemple d'un projet qu'on a fait, que 4060 a réalisé avec le Schoolab pour Heineken, où on a prototypé une application. Donc là, c'est juste des maquettes, c'est pas justement cliquable, pour valider, pour voir si les gens voulaient commander des tireuses à bière sur Internet. Et puis ensuite, ça, on a validé des intuitions. Et du coup, ensuite, ça, on l'a codé et du coup, il y avait un service de location de tireuses à bière. Voilà. Donc, vous pouvez commencer par quelque chose de très simple, qui n'est pas forcément visuel, enfin, qui est justement très visuel, mais qui ne fonctionne pas forcément. Donc, en gros, l'idée de la conception, ici, c'est, vous allez vous poser la question de quelle est la solution la plus viable. Donc, c'est pour ça que la sélection, elle est aussi très importante. Et il y a 3 paramètres qui sont très importants dans tout ça. Le premier, c'est la désirabilité. Donc la désirabilité, c'est là où c'est vraiment plus le designer de manière générale. Vous travaillez en équipe, hein, et c'est le designer qui garant de ça, c'est penser l'usage et penser l'esthétique. Ça, c'est très important. Ensuite, il y a la viabilité. La viabilité, c'est plus les profils business qui vont réfléchir à ça. C'est économiquement comment mon produit est viable. Est-ce que du coup, par exemple, si je fais quelque chose de gratuit, comment est-ce que du coup, je peux avoir une équipe qui continue à travailler dessus? Parce que votre projet, c'est pas pour juste une semaine. Il va avoir une durée de vie. Et donc, il va falloir qu'il soit économiquement viable. Donc trouver des financements, le vendre à un certain prix, et cetera, avoir des partenaires. Il y a plein de modèles économiques imaginables. Inspirez-vous aujourd'hui des startups qui, aujourd'hui arrivent à pas mal justement disrupter, la viabilité économique, et ensuite il y a la faisabilité. Donc là, c'est la technique. Donc si vous avez un développeur, vous avez beaucoup de chance, ou si vous avez un ingénieur, et cetera, eh bien, c'est extrêmement important parce que finalement, si on n'arrive pas à le faire techniquement, c'est un problème. Donc du coup, il faut un juste équilibre entre l'usage et l'esthétique, un modèle économique et quelque chose que techniquement on puisse faire. Donc, ça peut paraître comme des contraintes, mais justement là, l'idée, c'est que utilisez la créativité que vous avez en vous pour réussir à contourner ces problèmes. Et le premier chose à contourner, c'est peut-être dans la technique. C'est donc un prototype. Donc dans la conception, vous devez faire un prototype et il doit être le testable le plus rapidement possible et un peu plus facilement implémentable. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un terme qu'on utilise souvent en innovation qui est le MVP, Minimum Viable Product. C'est cette notion de faker le plus, enfin de pas forcément faker, ça dépend vraiment d'utiliser votre MVP, mais que ce soit le plus simple possible, que ce soit donc que ce que vous allez faire, votre prototype, soit un peu le centre névralgique de votre concept, pour que vous puissiez en faire quelque chose de très facilement implémentable. Donc un MVP, par exemple, ça permet déjà de valider l'usage de votre concept. Par exemple, un MVP, ça peut être quoi? Il y a un projet que j'avais vu, c'était un projet de voisinage. Donc c'était des voisins qui voulaient s'entraider, et cetera. Comment est-ce que, du coup, je peux créer le minimum viable product pour voir s'il y a il y a un concept fiable derrière cette idée-là? Eh bien, au lieu de faire une application complexe où les gens, du coup, vont s'inscrire en tant que voisins, et cetera, ben, un MVP, par exemple, ça peut être, eh bien, j'ai mis une affiche à l'entrée du hall de mon immeuble et j'ai dit, voilà, sur ce papier, je peux donner de l'aide à des gens, et cetera, qui souhaitent avoir de l'aide. Et là, il y a la petite mamie qui va peut-être écrire son nom. Donc ça veut dire qu'elle, elle a besoin de ça. Et donc vous allez l'améliorer. Vous allez peut-être mettre des tableaux horaires, et cetera. Alors ça, on peut valider du coup le concept de aider une petite mamie sans avoir affaire à développer un produit complexe. Voilà. Le produit complexe, c'est de votre vision. À terme, qu'est-ce que ça doit être? Mais aujourd'hui, je dois tester et voir l'usage, etc. Donc là, on a quelque chose qui est techniquement très facile à faire. Économiquement, ça reste à prouver. Mais en tout cas, l'usage, il a plutôt prouvé. Donc, avancer comme ça par itération. Donc, finalement, la conception, aujourd'hui, il y a pas mal d'outils que vous pouvez utiliser. Donc, le concept global, c'est de créer, en tout cas dans un premier lieu, une espèce de façade qui permet de valider votre concept. Pour ça, il y a des outils no-code. Donc ça, vous aurez beaucoup plus d'explications durant
durant le workshop prototypage avec Valentino. Ensuite, il y a aussi des choses assez intéressantes à voir en growth hacking et donc vous pouvez faire du growth hacking avant d'avoir votre produit final. Donc ça, vous verrez avec Thomas Garcia de l'agence Feeds à 18h, qui a aussi une très bonne méthodologie autour de ça pour tester son intuition. Mais quoi qu'il arrive, il faut tester son prototype. Donc c'est là la dernière phase du design thinking, qui est le test. Donc, l'objectif, c'est de tester avec ses utilisateurs. Ça, pas tester avec n'importe qui. Donc, essayez de, si vous avez votre concept avec, donc pour les personnes âgées, eh ben, il faut réussir à en trouver, donc au téléphone, etc. Donc ça, je suis sûr que vous allez réussir à trouver des contacts. Ou sinon, votre voisine a toujours une voisine dans notre immeuble que l'on connaît parce qu'on la croise souvent dans les escaliers. Donc le test, ça doit être ce que vous allez montrer en test, ce que vous allez tester auprès de votre utilisateur, ça doit être le résultat de la phase d'idéation et de la phase de conception. Donc, en phase de conception, vous allez vraiment devoir définir, et bien finalement, qu'est-ce qu'on veut tester? Ça doit être ça. Je dois concevoir quelque chose que je vais tester après. Et ça, c'est très important. Et ça, c'est ce qui vous permettra de gagner sur Hackathon, parce que vous aurez prouvé que ça intéresse les gens. Et ça a une valeur inestimable. Quand vous pouvez prouver que votre concept n'est pas que conceptuel, mais qu'il a une vraie valeur parce que voilà, il y a des gens qui l'utilisent et j'ai eu ce retour-là et ils m'ont dit que c'était bien. Encore une fois, là, je remets des outils, mais vous pouvez obtenir des feedbacks en temps réel en fonction de votre projet. Vous pouvez donc raconter. Il y a plusieurs manières de faire un prototype. Peut-être que ça peut être voilà, une maquette d'écran pour projeter les gens. Peut-être que ça peut être ce papier qui est en bas. Peut-être que ça peut être une histoire que vous racontez. Ça, vous pouvez scénariser quelque chose. Donc voilà, ça, vous aurez pas mal d'idées à faire. Et finalement, qu'est-ce qui se passe dans le test? Une fois que j'ai appris plein de choses, logiquement, j'ai des nouveaux insights, j'ai des nouveaux apprentissages. Donc, ça va alimenter finalement une nouvelle phase de réflexion et on va redéfinir un problème. Et alors, c'est ça qui est particulier avec cette méthodologie du design thinking, c'est que c'est une méthodologie qui est assez libre. Parce que je peux justement faire un test, apprendre des choses, revenir sur ma phase de définition, ok, voir quelque chose. Quand j'ai conçu quelque chose, ça, ok, c'est un concept, mais ça m'a donné une autre idée. Du coup, ça, c'est une autre idée, donc je repars en phase d'idéation. C'est hyper itératif. Et ça, c'est quelque chose de normal dans cette méthodologie. Et vous devez justement vous donner cette liberté de itérer sur ce processus. Donc, comme je disais, c'est une méthodologie qui est flexible. Il n'y a pas d'outils précis. Là, moi, je vous en montre certains. Je vous montrer tout à l'heure que c'est les outils vraiment de prédilection qui permettent d'avancer vite. Mais il y a plein d'outils. Vous pouvez trouver sur Internet, en tapant Design Thinking outils, il y a plein d'explications qui prendront beaucoup plus de temps que moi pour vous l'expliquer. Il y a plein de méthodologies, etc. Et aussi, ce qui est très important, il n'y a pas de temps précis. Je ne vais pas vous dire, vous avez tant d'heures pour faire la phase d'observation ou tant d'heures pour faire la phase d'idéation. Si vous estimez que l'observation et l'idéation, c'est vraiment la clé de succès de votre produit et que vous allez faire un prototype très rapide après, tant mieux, c'est vous qui décidez. Ou si vous misez tout sur le prototype et sur le test, tant mieux, faites-le aussi. C'est à vous de décider et de faire en fonction de votre produit parce que chaque produit est unique. Donc voilà, globalement, j'ai fini de passer en détail toutes les différentes étapes. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc vous raconter comment on utilise donc les 3 outils que je vous ai montrés dans la phase d'observation. Alors on a le premier qui était la carte de l'écosystème. Alors la carte de l'écosystème, c'est hyper bien de l'utiliser au tout début de la réflexion sur le projet parce que ça va nous permettre d'ouvrir nos chakras. Au milieu, je vais mettre un premier post-it qui va être du coup ma cible, donc mon utilisateur, donc ma mamie par exemple, la mamie qui habite au 2e étage. Dans la carte de l'écosystème, il y a 2 ronds, il y a 2 autres ronds. Le premier rond, c'est là où on va mettre les utilisateurs directs, donc les gens avec qui elle interagit directement. Peut-être c'est son voisin de palier, peut-être c'est sa famille, peut-être c'est justement le postier, etc. Donc les gens avec qui elle a des interactions directes. Donc là, on liste tous les gens en direct. Et ensuite, il y a le 3e cercle, donc le cercle le plus éloigné, c'est les acteurs indirects. Dans les acteurs indirects, on va retrouver
eh bien, les gens avec qui elle a pas d'interaction, mais qui vont influencer son quotidien. Donc, par exemple, ça peut être le supermarché. Ça peut être, les voisins qu'elle croise, enfin les personnes qu'elle va croiser dans la rue. Elle a pas d'interaction directe, mais par contre, elle va devoir faire attention quand, elle va devoir changer de trottoir et cetera. Ça peut être les automobiles, ça peut être, pas mal de choses. Dans les directs, on peut retrouver la caissière, par exemple, quand elle va faire les courses. Donc voilà, là, vous allez mapper toutes les personnes qui sont susceptibles d'interagir et ça va vous donner énormément d'informations sur son quotidien et vous allez peut-être, bah, du coup, orienter votre observation vers certaines choses que vous n'avez pas pensé à la base. Donc ça vous permet de vraiment bien comprendre dans quel univers se situe notre utilisateur. Ensuite, on a le persona. Alors le persona, là, je ne vais pas rentrer en détail, mais globalement, c'est une fiche qui vous permet, si vous répondez bien justement aux différentes cases, qui vous permet de cerner le profil de votre utilisateur. On peut avoir une mamie qui a environ, on va dire 60 ans, plutôt une mamie jeune et on peut avoir la mamie qui est beaucoup plus vieille, qui a 85 ans et qui a des problèmes, pour marcher et cetera. Donc ça peut être 2 personnages différents. On peut avoir aussi, dans votre projet, vous pouvez faire le personnage de la mamie ou le personnage du jeune qui a de la disponibilité. Donc là, en gros, il va falloir le personnifier. Donc c'est pour ça que, vous pouvez dessiner sur le petit personnage pour, voilà, penser autrement qu'avec des mots. Déjà, c'est assez intéressant de penser avec le dessin. Ça apporte beaucoup de nouvelles choses que vous exprimez pas. Vous pouvez donc nommer-le, donner un âge, une profession. Ça permet de rentrer en empathie. C'est un exercice qui permet de vachement rentrer en empathie et c'est pour ça que c'est intéressant de bien le faire en se concentrant. Ça prend à peu près une dizaine de minutes. Quand on sait bien le faire, du coup, quand plutôt au niveau débutant, ça prend une vingtaine de minutes, mais c'est pas très long. Et donc vous pouvez, bah, voilà, de niveau digital, bah, comment est-ce qu'il utilise Internet? Est-ce qu'il est très sur son desktop? Est-ce qu'il est très sur son mobile? Ensuite, vous mettez des adjectifs qualificatifs. Est-ce que c'est quelqu'un qui est généreux? Est-ce que c'est quelqu'un qui habituellement ne l'est pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui est casanier, etc., etc. Ensuite, raconter son histoire. Donc, normalement, on essaie de l'orienter à travers le service. Donc, son histoire, ça va être, bah, ils croisent tous les lundis, chaussée et juste ils se disent bonjour. Et ça, c'est un début d'histoire. On peut commencer à utiliser cette histoire pour faire en sorte de générer plus de rencontres, etc., etc. Et ensuite, mettez ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas et ce qu'il souhaiterait faire pendant cette circonstance actuelle de confinement. Qu'est-ce que lui souhaiterait faire? Et si vous arrivez ensuite à identifier ces personnes-là, et ben c'est banco. Parce que là, vous avez justement les utilisateurs qui vont potentiellement utiliser votre produit et qui vont faire les meilleurs retours utilisateurs. Ensuite, on a la journée map. Alors là, la journée map, c'est un peu plus compliqué, mais ça va vous permettre de séquencer, comme je disais tout à l'heure, les usages de votre personne. Donc, si on reprend la petite mamie, on va ici lister les phases. Hop, phase 1, phase 1, bah, je fais ma liste de courses. Phase 2, je descends les escaliers. Phase 3, je traverse la rue. Phase 4, etc., etc., etc. Donc, le petit tips, petit conseil, définissez bien votre scope, donc le périmètre. On commence par la première phase et aussi on met directement la dernière phase. Donc là, voilà, c'est vraiment le périmètre. Et ben, l'idée, c'est est-ce que c'est sa journée entière ou est-ce que c'est le moment où elle décide de faire des courses? Donc du moment où là, elle écrit sa liste ou elle revient chez elle. Ou vous pouvez juste le faire sur elle sort de chez elle et là, elle finit, par exemple, elle est arrivée au supermarché. Voilà. Donc, c'est à vous de définir le scope, le périmètre de votre analyse. Donc, alors aussi un autre tips, ne faites pas trop de phases. Moins de 6 phases, vous êtes trop superficiel. Plus de 6 phases, plus de 6 phases, c'est trop complexe, vous vous perdez dans le détail. Donc, une fois qu'on a fait ces phases, on va dire exactement qu'est-ce qui se passe donc dans ces phases-là, décrire les actions, etc. Et puis ensuite, une fois que j'ai décrit ces actions, etc., colonne, vous aurez bien compris, c'est par colonne vraiment, et ben, une phase, je nomme une phase, la phase de se préparer, les actions, elle écrit sa liste, etc., etc., etc. Le mindset, donc ça, c'est son état d'esprit, c'est comment elle se sent. Et ben là, pour le moment, elle est plutôt rassurée parce que elle est sûre qu'avec sa liste, elle va rien oublier. Frustration,
S'il y en a, et ben, vous le mettez. S'il y en a pas, et bah, vous mettez peut-être, justement, des idées pour améliorer ce qui se passe bien. Et ensuite là, vous pouvez lier des frustrations avec des idées. Donc là, l'intérêt de cet outil, c'est que vous allez pouvoir visualiser très facilement où se passe le problème et par rapport à chaque problème, avoir une idée. Donc, voilà pour les outils. Hem, Globalement, ce qu'il ne faut surtout pas oublier dans cette méthodologie, c'est que, c'est quelque chose qui vraiment permet de, générer des idées, de travailler en groupe et c'est une méthodologie flexible qui est adaptée à chaque projet. Donc, de ma partie est finie. Là, je vous ai expliqué la masterclass, du 40-60 autour, du design thinking. Je vous remercie beaucoup de votre attention et à partir de maintenant, je vais commencer à lire vos retours. Donc on va commencer une petite session de questions-réponses, si vous avez besoin, de précisions sur peut-être des outils, peut-être des méthodologies et cetera ou des exemples par rapport à votre projet. Donc merci beaucoup. Maintenant je lis vos retours. Alors, c'est similaire au customer journée, parcours client. Alors effectivement, moi je l'appelle journée map, mais on peut l'appeler à la en le nom que vous allez trouver sur internet, c'est la customer journée map. Ou en français le parcours client. Donc ça effectivement, je sais que c'est un exercice qui est un peu compliqué. Sur internet, il y a pas mal d'explications, aussi d'exemples. Je me suis dit que ça serait plus facile pour vous de voir à travers des exemples. Donc recherchez voilà sur Google, vous mettez Customer Journey Map et là vous aurez des exemples plus précis. OK, cool, bah, je vois qu'il y a des super retours positifs apparemment, donc très clair. En tout cas, quoi qu'il arrive, peut-être que vous n'avez pas de questions sur le moment-là, pas précises, mais si vous avez des choses plus précises sur votre projet, je suis dispo sur le Discord aussi pour y répondre. Alors, quand vous parlez des tests et du fait que ça peut être des preuves, comment les présenter? Alors, comment les présenter? Effectivement, ça, bah, c'est vraiment assez libre. En général, ce qui est très important dans les tests, c'est documenter les tests. Donc là, vous allez, peut-être, si vous allez voir votre voisine, la petite mamie qui est sur votre même palier, vous pouvez filmer votre échange. Si vous le faites sur, Zoom ou Hangout ou autre chose, un truc de visioconférence, vous pouvez filmer votre échange aussi. Donc ça, c'est un peu une preuve. Mais après, ce qui est hyper intéressant, c'est de lister qu'est-ce que vous avez appris et de comment ça a remis en question votre chose. Donc, au lieu de, peut-être à la présentation, je sais que vous n'avez pas beaucoup de slides, euh, bah, vous pouvez tout condenser dans la phase de définition en disant que vous avez appris ça au début par des interviews et vous avez appris ça ensuite avec des tests. Voilà, ça peut être une bonne manière de le présenter. Alors non, effectivement, Jiki Joke, des témoignages, alors c'est toujours pertinent des témoignages, mais là, pas dans ce hackathon-là, parce que je pense pas que vous avez la place de le mettre. Soyez plutôt synthétique, mais par contre, ça a beaucoup de valeur de dire que vous faites des tests. Dites-le, mais ensuite, effectivement, on n'a pas le temps d'avoir une verbatim utilisateur et cetera. C'est vrai que c'est un petit peu trop. Alors, rien de prouvé qu'on les a fait, mais effectivement, c'est pour ça que c'est documenter, mettez une preuve, mettez peut-être une image, mais effectivement, normalement, vous êtes censé être honnête. Donc, OK, top. Bon, bah, je vois que, y a plus forcément, plus de questions que ça. Je vais du coup, terminer le live, maintenant. En tout cas, je suis très content d'avoir pu faire ça avec vous. Vous étiez à peu près à un peu plus de 150, à un moment, je crois, à suivre, ce live. Donc, je vous remercie. Je suis disponible sur le Discord, encore pour échanger si vous avez des questions, particulièrement sur les outils ou sur la méthode. Si vous buggez sur comment bien utiliser ce truc, je peux être dispo et répondre. Et je vais aussi m'organiser avec les organisateurs pour vous fournir donc cette présentation et tous les outils. Donc ça, normalement, il y a un Notion où vous allez pouvoir retrouver ça.
et, et donc on va aussi mettre des liens et donc on verra comment bien vous partager cette information. En tout cas, je vous remercie. C'était un super échange et, et donc je suis très fier de pouvoir accompagner sur hackathon et j'espère que vous allez trouver des vraies réponses orientées utilisateurs. Voilà, donc beaucoup et je vous souhaite un bon hackathon et courage et reposez-vous aussi un petit peu quand même.